Alors moi, je suis vraiment en semaine de relâche. Vraiment. Parce que ma blonde est partie avec les enfants depuis samedi et je ne fais que regarder des séries télé et faire livrer à la maison depuis. Donc, si vous trouvez que je manque un peu de rebond, de ressort, c'est parce que la machine, la machine tourne au ralenti depuis 3 jours. J'ai même entendu dire que tu ne seras pas avec nous vendredi. Oui, mais ça n'a pas rapport. C'est ça, OK. ça, c'est le calme OK. qui précède la tempête. Mais vendredi, là, on ne sait plus. Oui, c'est ça. On avait annoncé. Est-ce qu'on ne sait plus ou enfin, il faut que le plan change. On sait Je moyen. m'excuse d'avoir lancé ça. Non, mais tu à fais bien. l'improviste, mais je- Non, mais tu fais bien parce que j'aurais peut-être oublié d'en parler. Puis, ça fait quelques jours qu'on annonce que vendredi, le 8 mars, journée. Journée importante. C'est la date limite des transactions. La journée la plus importante. On vous annonçait qu'on allait faire une émission en direct sur YouTube à compter de 19h. Là, il n'y a plus rien de sûr parce que je suis rappelé à faire la LPHF. Enfin, ça avait été organisé autrement, mais là, il faut se réorganiser. Donc, est-ce qu'on fera plus tôt? Est-ce que vous le ferez sans moi? On ne sait pas encore. Il y aura une émission vendredi. C'est tout ce qu'on a comme info pour l'instant. Et Marc-Antoine apprend tout ça en direct. Moi, je Mais pensais tu sais, Alexandre, ce qui est intéressant, c'est que le 8 mars, c'est une date importante parce que c'est aussi Je sais. la Journée internationale Je de la sais, femme. je sais. Fait que c'est peut-être cohérent que Je tu te faisais retrouves à exprès. faire cette autre fonction-là. Tu as raison, je faisais exprès. Non, j'essayais de faire comme si... C'est parce que la date limite des transactions nous occupe depuis un mois maintenant, puis c'est comme... elle nous occupe pas très fort. J'avais Ben non, mais je veux dire, on en fait, tu sais, pas nous, là, je parle tout le monde, là, tu sais, c'est comme, ouf, Noël, c'est rien à côté. Donc, voilà, à suivre, on communiquera là, tous les détails en temps et lieu. OK, ça va? Marc-Antoine, t'es à Nashville, je Ben vais oui, dire. Ça va? absolument. Ça C'est va, de la Nashville? musique. C'est facile à voir, là. Regarde le décor. C'est évident, Ouais. c'est bien évident. Il aurait pu mettre... Ah, il y a un micro! Il y a un Il y a un micro. micro! De la Joliette. Il y a quoi? Mais oui, effectivement, je suis à Nashville, le Canadien qui est arrivé avant hier à la suite de son match à Tampa. Ils ont pratiqué hier, bonne pratique. Puis ce soir, ils affrontent les Prédateurs. Et ce sera au menu parce que c'est une équipe intéressante, les Prédateurs. Alors aujourd'hui, bougera ou bougera pas, ce qui ne va pas, des entraîneurs et des DG et congédiement tardif au New Jersey. C'est tellement hockey, épisode 302. Avec votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. Et votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour, les amis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Exclu la game de Phoenix, là, on a joué des maudites bonnes premières périodes dans 7, 8, 9 derniers matchs. OK? Fait que là, ben, qu'est-ce que tu penses qui arrive de l'autre côté, entre la première et la 2? Ben, c'est sûr qu'ils. Oui, mais ils sortent, puis avec. Ils veulent se remettre dans le match, fait qu'ils amènent un petit peu plus. Fait que c'est pas qu'on prend ça à la légère, c'est que l'autre équipe, ils se corrigent, genre. Fait qu'ils amènent plus d'énergie. Le banc est loin. Je pense que les autres équipes, ils simplifient les choses parce que ça n'a pas marché en première pour eux autres. Fait qu'ils envoient plus de puck profonde. Il faut gérer la pression, puis on est loin du banc. Fait que si on n'est pas capable de sortir la puck ou d'amener une puck profonde dans zone neutre, des fois, on est têtu un petit peu. Mais là, on n'est pas capable de changer nos défenseurs. Fait que c'est un effet domino. Fait que nous autres, en deuxième période, surtout après des bonnes premières, faut être prête pour la pression, puis il faut pas être têtu dans la zone neutre. Voilà, c'était prophétique, j'en parle. C'est mon nouveau cheval de bataille, le banc. Le banc, ramenez le banc. C'est ça le problème. Le banc est trop loin. Reste que le Canadien n'a pas eu un mauvais week-end en Floride. C'était quand même, c'est ça, c'était de très bonnes premières périodes. Et ce soir, tu le disais, Marc-Antoine, c'est les Prédateurs de Nashville qui sont au menu. Une équipe, j'allais dire une équipe comme je les aime. C'est-à-dire un gardien élite, un bon système et voilà. On rentre en série et une fois en série, il peut arriver n'importe quoi. N'importe quoi. Ah, c'est un peu ça, n'empêche. C'est bien ça. Alexandre Bergevin. Voilà. C'est l'animateur. C'est mon école, oui. Oui, bien effectivement. C'est une équipe aussi qui... moi, c'est une équipe qui me fait penser un peu aux Flyers de Philadelphie. C'est comme les Flyers de Philadelphie de l'Ouest, dans la mesure où c'est une équipe qu'on n'attendait pas tellement à ce rang-là.
mais ils sont sur une poussée absolument phénoménale. C'est l'équipe de l'heure dans la Ligue nationale, puis ils sont en train de se cimenter une place en séries éliminatoires. Puis ce qui est intéressant, c'est que il y a une histoire à propos des Prédateurs qui est sortie il y a quelques semaines et qui est probablement à l'origine de cette poussée victorieuse-là. C'est que il n'y a pas si longtemps, aux alentours de la semaine de congé et du congé du match des étoiles, les Prédateurs ont eu quelques matchs difficiles où l'effort n'était pas vraiment là. Et c'était planifié déjà au sein de l'organisation qu'il allait y avoir une activité d'équipe où toute l'équipe se rendrait à la Sphère à Las Vegas pour assister au show de U2, qui finalement en est à ses dernières dates. Et à la suite d'une contre-performance, la direction de l'équipe a décidé d'annuler ce voyage-là. Ah! Alors, ça aurait pu très bien se retourner contre les Prédateurs et faire en sorte que finalement, ça dégonfle tout le monde. Mais on dirait que la frustration a rapidement laissé place à un retroussage de manches généralisé. Et depuis ce temps-là, les Prédateurs ne perdent plus. Je n'avais pas vu ça. Mais ça prend. Je pense que ça démontre la qualité du leadership dans ce vestiaire-là. Quand arrive une chose comme ça, premièrement, chapeau à. Je vais parler d'abord du leadership du côté de la direction. Là. Barry Trotz a une longue expérience comme entraîneur. On a lancé le message aux joueurs d'écouter, on est dans une relation donnant-donnant. On va vous faciliter la vie, on va dérouler le tapis rouge tant que vous allez vouloir, mais il faut que la contrepartie soit là. Et ils ont lancé, la direction et l'entraîneur Andrew Burnett ont lancé un message très clair à leur équipe. Mais de l'autre côté, ça prend, je pense, un leadership mature pour dire, écoutez, les gars... regardons-nous dans le miroir, là, c'était justifié. On ne mérite pas d'aller voir YouTube. Non? Ils ont raison de prendre cette décision-là parce qu'on ne livre pas la marchandise. Et, ils sont sur quoi? Là, une séquence de 8 victoires consécutives. Ouais. Depuis la Saint-Valentin, c'est la deuxième meilleure équipe de la Ligue nationale. Et ce que je trouve très étonnant, c'est le nombre de buts que cette équipe-là marque depuis le début de cette séquence-là. Là, c'est la deuxième attaque la plus productive de la Ligue derrière les Maple Leafs. Et tu regardes leur alignement, c'est pas la même profondeur. Là. On est loin de ça. Alors, c'est un effort collectif. Et tu avais raison de le dire, Alex. Cette équipe-là... L'attaquant d'élite, le meilleur attaquant, Philippe Forsberg, des Prédateurs, c'est pas un attaquant de la fine élite de la Ligue nationale, mais c'est leur meilleur attaquant. C'est un gars qui est peut-être dans le top 30 de la Ligue nationale pour les buts marqués dans les 2-3 dernières saisons. Mais tu as un défenseur qui appartient à la super élite de la Ligue nationale et tu as un gardien qui appartient à la fine élite de la Ligue nationale depuis 3 ans. Yossi, Saros a remporté le plus grand nombre de victoires dans la Ligue. Il n'y a aucun gardien qui a obtenu plus de départs que lui. Alors, c'est une bête de travail. C'est un gardien de petite taille. C'est un gardien atypique. Mais avec un bon gardien dans cette Ligue-là, tu peux faire un bon bout de chemin. Et on l'a vu au cours des 15 dernières années à Montréal, ce que ça pouvait faire. Comment ça pouvait transformer une équipe ordinaire parfois dans certaines saisons. Absolument. Oui, puis dans le cas de Saros aussi, ce qui est intéressant, c'est que plus tôt dans la saison, il était question de la possibilité qu'il se fasse échanger. On sentait qu'il y avait un marché de l'intérêt pour des gardiens de but à gauche, à droite dans la Ligue nationale. Un intérêt qui s'est relativement estompé depuis ce temps-là. Sauf que Saros aurait été probablement, même davantage que Jacob Markstrom, aurait probablement été le meilleur gardien de but disponible sur le marché. Mais cette séquence de succès-là force les Prédateurs à revoir leur plan et à dire, même si il va arriver bientôt en fin de contrat, puis c'est un gardien de but qui est, selon toute logique, quand tu as une équipe qui est sur une voie d'une reconstruction ou d'un remodelage, puis tu as un jeune gardien comme Yaroslav Askarov qui est là, qui est pratiquement prêt à jouer dans la Ligue nationale, qui est un choix de première ronde, c'est un peu la logique de dire on va aller vers le jeune gardien qui va faire une transition, qui va nous coûter moins cher, puis on va tabler sur ce qu'on peut recevoir pour un gardien élite. Mais la belle séquence des Prédateurs retarde ce processus-là, ce qui fait que Saros, selon toute vraisemblance, ne changera pas d'adresse d'ici vendredi. Non, je pense pas. Et peut-être cet été, mais encore. Surtout que, puis ça, on l'a mentionné souvent, puis je ne veux pas embarquer là-dedans tout de suite, mais
C'est un marché, le marché des gardiens, c'est pas comme. C'est un marché à part. Tu sais, c'est vraiment pas comme. C'est très volatile. C'est très volatile parce qu'il y a bien des équipes qui décident de. En fait, ça a été le cas cette année, qui ont constaté qu'ils avaient des difficultés devant le filet, mais qui ont décidé d'attendre et de voir si le problème n'allait pas se résorber par lui-même. Puis il y a des endroits où ça a été le cas. Je pense entre autres à Edmonton, où après un début de saison pitoyable, Stuart Skinner a profité du changement d'entraîneur pour se remettre en selle. Puis il a été pendant 2 mois un gardien absolument extraordinaire. Tu as d'autres situations où ça a moins bien été, évidemment, entre autres au New Jersey. Mais au début, on pouvait identifier peut-être 6 ou 7 situations à travers la Ligue où il y avait des équipes qui pouvaient avoir de l'intérêt envers d'autres gardiens. Mais finalement, il n'y a pas eu de mouvement. Alors, puis tu regardes la Caroline, c'est un autre endroit où ça a été très, très... ça a beaucoup fluctué. Frédéric Andersen est encore blessé. Antti Ranta a cessé de jouer à un niveau de la Ligue nationale. Mais tu as le jeune Kochetkov qui, lui, s'est dressé, qui s'est imposé comme gardien numéro 1. Puis les choses se replacent comme ça. Puis finalement, en bout de ligne, quand tu montres un peu de patience puis que tu es récompensé pour ça, ça fait en sorte que tu ne gaspilles aucun actif pour essayer de combler un besoin qui n'en était pas vraiment un. Qui était peut-être ponctuel. Un autre Je truc. Faire une très, très belle liaison qui était très mal à propos. Oui, c'est pas grave. Mais dans le doute, lis. Dans le doute, lis. Un truc aussi qui est intéressant, puis là, c'est la première année. Ça s'est fait, cet été, la nomination de Barry Trotz comme DG. Ouais, je pense qu'il était conseiller la saison dernière. Il a accompagné David Poile pour sa dernière saison comme directeur général, puis il a pris les commandes à la fin de la saison, si ma mémoire est bonne. Et là, on n'a pas souvent l'occasion d'en parler des Prédateurs, mais c'est le cas en ce moment. C'est bizarre. C'est rare qu'on voit ça. D'abord, juste un entraîneur qui devient DG, c'est bizarre. Et quand c'est cet entraîneur-là, c'est peut-être un des meilleurs de sa génération, c'est encore plus bizarre. Oui. Et bon, ça allait pas très bien avant le spectacle de U2. Moi, ça, c'est mon anecdote préférée. Ça, je vais me souvenir de ça toute ma vie. Là les enfants, il n'y en aura pas de U2 si vous continuez comme ça. Et c'est ça qui est arrivé. Reste que depuis cet événement-là, c'est comme tu l'as exposé, c'est une équipe qui fait flèche de tout bois. Et enfin, j'étais très curieux, moi, de voir comment ça allait se passer pour Trotz comme DG. Oui, c'est vrai que c'est assez rare qu'on voit dans la Ligue nationale des entraîneurs devenir directeurs généraux. C'est plus des gars qui ont fait carrière, justement, dans le personnel de direction, des directeurs généraux, des adjoints au directeur général, des gars qui ont été recruteurs en chef, qui ont gravi les échelons, etc. Et Barry Trotz apporte probablement une vision différente. Et moi, j'étais très curieux quand il a été nommé directeur général. Je me disais, écoute, pour devenir entraîneur de l'équipe de Barry Trotz, c'était mieux de cocher plusieurs cases. Ce gars-là connaît le métier comme le fond de sa poche. Il va vraiment avoir des standards très, très élevés pour choisir son entraîneur en chef. Et il a choisi Andrew Brunette. Et c'est quand même pas un gars qui avait une longue feuille de route comme entraîneur en chef. Il était arrivé à la rescousse pour prendre l'intérim de Joel Kenville en Floride, là, quand le scandale des Blackhawks de Chicago était survenu. Donc, il y a 2 ans de ça. Et les Panthers avaient connu une saison régulière extraordinaire. Il avait remporté, je pense qu'il avait gagné le trophée du président, si ma mémoire est bonne. Ça avait moins bien été en série, mais il avait quand même pris l'équipe à pied levé, chausser les grandes chaussures de Joel Kenville, qui est quand même un des très bons entraîneurs de l'histoire de la Ligue nationale. Il avait très bien fait ça, mais comme entraîneur en chef, il n'avait pas une grande expérience. Et c'est drôle parce que Brunette, tu regardes son parcours, c'est un gars qui a eu de l'expérience dans les bureaux aussi, au niveau de la direction, comme adjoint au directeur général, ces choses-là. Il a été entraîneur adjoint. Alors, mais son équipe performe cette année. Son équipe s'est redressée dans le dernier mois, mais ça doit être un bon entraîneur. Il doit avoir une réputation assez incroyable auprès de ses joueurs. Si Barry Trotz a fait ses devoirs avant de l'embaucher et qu'il l'a choisi,
J'ai En trouvé, même temps, j'ai trouvé fascinante là, cette nomination. non, mais il y a beaucoup de choses particulières. Mais j'allais dire en même temps, si tu es un jeune entraîneur, qui de mieux que Barry Trotz pour te guider, pour être ton patron? Enfin, ça Ouais, peut. ouais. C'est facile d'imaginer que c'est un scénario qui peut être gagnant. Là. Oui, absolument. Puis, dans le cas de Brunette, j'ai l'impression qu'il ne s'était pas fait donner beaucoup de cornes. Mhm. On est rapidement passé à autre chose Ouais. dans son cas en Floride. Puis, ceux qui ont jugé que finalement, il avait été victime d'une injustice, ben, il a eu l'occasion de se faire récupérer quand même assez rapidement. Mais je voulais simplement dire un mot par rapport aux entraîneurs qui deviennent directeurs généraux. C'est vrai que c'est rare, mais à une autre époque, Ouais, c'était plus fluide. c'est un peu Ouais. plus fréquent. Les années 80, les années 90, rappelez-vous, Glenn Sater, Mike Keenan, dans cette Jacques mouvance-là, à Martin, une même, certaine époque. plus récemment. Scotty Bowman avait ouais. quitté le Canadien pour devenir directeur général Oui, à en effet. Buffalo. Ouais. Mhm. C'est ça. Dans l'ancien Donc, compte aussi. Dans les l'ancien temps ont compte, ça changé arrive à ce souvent. niveau-là. Je Ouais. pense que oui, son nom m'échappe, mais bref, j'ai d'autres personnes en tête, mais ça témoigne du fait que c'est beaucoup. La nature de la business a changé, puis il y a on voit davantage d'anciens agents qui deviennent directeurs généraux. Il y a encore d'anciens joueurs, il y a des avocats également, mais Ouais. c'est un travail qui est beaucoup plus compartimenté, qui fait en sorte que bien souvent, ton expérience d'entraîneur ne signifie pas que tu vas nécessairement connaître du succès comme directeur général, puis c'est beaucoup plus une question de personnalité, de connaissances personnelles que de background ou d'expérience qui va faire en sorte que tu vas pouvoir rayonner. Si tu es une personne, par exemple, qui est capable de bien t'entourer, qui travaille bien en groupe, qui consulte, qui n'est pas nécessairement autocratique dans ta façon de fonctionner, mais ça, en partant, c'est des choses qui peuvent beaucoup aider un directeur général dans le hockey d'aujourd'hui. Puis je peux présumer qu'en plus de ses connaissances énormes en hockey, Barry Trotz a ce côté-là qui fait en sorte de ce côté-là collégial, fait en sorte qu'il va consulter le monde autour d'eux autres, puis qu'il va autour de lui, et qui va également donner des conseils. Puis à ce niveau-là, c'est Andrew Brunette qui en profite le plus. Ouais. Mais tu as tout à fait raison. Il y a un côté chef d'orchestre maintenant, quand tu es directeur général d'une organisation de la Ligue nationale. Le département des statistiques avancées, le recrutement amateur, le recrutement professionnel. Tu gères des équipes, tu gères beaucoup de personnel comparé à ce que c'était il y a 20 ans. Là. Et il faut que tu sois capable, de t'entourer des gens les plus compétents dans chacune de ces facettes-là, mais que c'est toi qui distribue les rondelles et qui doit être capable de faire les bons appels, de prendre des bonnes décisions en bout de ligne. Et on voit de plus en plus de diplômés universitaires. C'est de plus en plus rare qu'on voit juste des gens qui ont juste fait carrière dans le hockey. Il faut que tu aies un petit peu plus de cordes à ton arc pour être capable de mener ça. En ce sens-là, ça fait un peu écho au texte que tu as publié cette semaine, Marc-Antoine, sur Eric Crawford, qui t'a raconté un peu, dans le fond, cette dynamique-là, là, de ces interactions-là dans des groupes d'administrateurs dans lesquels il y a beaucoup de monde, comment les échanges se passent. Oui, bien, Eric Crawford, c'est pas quelqu'un qu'on connaît vraiment. Le grand public ne connaît pas cet homme-là. Puis c'est aussi le rôle de recruteur professionnel est moins connu. Il y a une moins bonne perception de ce travail-là, par exemple, que celui de recruteur amateur où on s'attarde à des jeunes qui sont admissibles au repêchage. Mais là, dans ce cas-ci, c'est vraiment fournir un soutien puis un catalogue d'informations au directeur général ou au vice-président aux opérations hockey, là, ou bref, au personnel de haute direction, pour avoir le fin mot ou du moins prendre la photo la plus actuelle possible d'un maximum de joueurs, autant dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine, pour que si jamais on identifie des situations où il y a un joueur qui est sous-performant dans une autre équipe, pour une raison X, Y, Z, et les raisons X, Y, Z, il faut bien les identifier. Ça peut être son style de jeu ne cadre pas avec le système de l'équipe dans laquelle il évolue. Il y a des confrontations avec l'entraîneur, etc. Il y a un paquet de choses qui peuvent se produire. Mais c'est beaucoup d'aller identifier des joueurs qui sont sous-performants ailleurs ou qui pourraient être disponibles pour différentes raisons au sein d'une autre équipe et identifier aussi parmi ces joueurs-là ceux que si on les transposait
dans l'environnement de notre équipe, dans notre Mhm. système, avec notre façon de penser, ils auraient une bien meilleure chance de se faire valoir. Alors, et à cet égard-là, Eric Crawford était très transparent. Lui a été embauché par Marc Bergevin et il occupe le poste de directeur du recrutement professionnel depuis 2016. Et il dit que Marc Bergevin était très bon pour digérer l'information qu'on lui donnait à chaque semaine et faire ses appels auprès d'autres directeurs généraux en conséquence, puis d'être très agressif au téléphone pour pouvoir voir si ces joueurs-là qu'on lui recommandait étaient disponibles. Et ça a été, c'est vrai que Bergevin a eu plusieurs failles, puis moi, je lui ai toujours reproché de ne pas avoir vraiment un plan d'ensemble et d'avoir une direction claire sur le projet qu'il voulait mener à bien. Mais quand tu regardes au niveau de son bilan des transactions et que tu les prends de manière individuelle, il y a beaucoup plus de victoires que de défaites dans ces transactions au fil des ans. C'est juste que ça n'a jamais été la somme de toutes ces réussites sur la glace. En fait, c'est le département de recrutement professionnel du Canadien qui a maintenu l'organisation en vie parce que le département de recrutement amateur est tombé au neutre quelque part au milieu des années 2000 et c'était totalement dysfonctionnel, sous-performant. Et ce sont toujours les petites transactions à gauche, à droite qui ont permis aux Canadiens de rester dans la course aussi longtemps. Puis, ça peut aider quand tu fais des transactions significatives, mais ça peut aider aussi quand tu réclames un gars au balotage. Kovacevic, là, il avait eu sa chance. Il avait eu sa chance nulle part là, chez les Jets. C'était un joueur, il était étiqueté comme un gars de la Ligue américaine. On l'a extrait de là, on l'a placé dans l'alignement, puis on va peut-être avoir un choix de 4e ronde. Hein? Ben, écoute, ils vont peut-être réussir à le passer quelque part, mais ce gars-là a montré qu'il était un joueur de la Ligue nationale. Ça veut dire que le ciblage, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait son travail. Exact. Là. Dire que ce gars-là, il est disponible, prends-le, il va être capable de faire le travail. Puis ils n'ont jamais regretté cette... et c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais ça a été vraiment le département le plus performant chez le Canadien là, sous l'ère de Marc Bergevin. Et ça explique sûrement pourquoi Crawford a survécu au changement de régime. Ouais. Absolument. Ben oui. Puis alors lui, il est à la tête d'une petite équipe. Il y a 5 recruteurs professionnels avec lui. Entre autres, il y a un ancien joueur qui s'appelle Teddy Purcell, que tout le monde, que bien des gens connaissent. Un ancien du Lightning de Tampa Bay, entre autres. Donc, il fait partie d'un groupe. Tu as un ancien, là-dedans, tu as un ancien entraîneur, tu as un ancien attaquant, tu as un ancien gardien de but. Alors, tu as un groupe un peu hétéroclite, puis ils se divisent la tâche selon l'endroit où ils habitent. Alors, ils se sont divisés la ligue de manière à éviter de faire tout le continent sans arrêt. Bien là, chacun a son territoire, d'une certaine manière. Puis c'est un peu la même façon dont on fonctionne également dans le recrutement amateur. Mais fait que je suis tout à fait d'accord avec Martin à ce niveau-là. Le recrutement professionnel a mieux paru au cours des ans à Montréal que le recrutement. Idéalement, il faudrait que tout fonctionne en même temps. Idéalement. Mais ça. Oui. Mais honnêtement, le système de recrutement amateur, depuis que Marc Bergevin a changé un peu la façon de procéder, puis qu'on s'est mis à accumuler les choix pour donner aux recruteurs la chance de se présenter à la plaque le plus souvent possible. Pas mal plus de coups sûrs qui sont frappés. Là. Absolument. C'est le jour et la nuit. Là. Il y a eu une grande transformation au cours des 4-5 dernières années. Bon, avant d'enchaîner, peut-être un mot sur le match de ce soir ou le week-end, ou un mot. Un. En un mot. Ben écoute, honnêtement... la séquence, je ne sais pas. Ouais. Moi, ce que je trouve... autour du Canadien, on le sent, là, il y a tellement d'attention qui est portée à la date limite des transactions que le match de ce soir va être très bienvenu, puis c'est bon pour les joueurs qui se concentrent sur ces matchs-là. Puis on ne l'aurait peut-être pas dit, mais c'est devenu un match baromètre, étant donné que le Canadien vient connaître quand même 2 performances assez encourageantes lors de ces 2 matchs en Floride, où même malgré les défaites en bout de ligne, a bien paru, c'est très, très bien battu. Ben là, c'est le temps d'aller chercher peut-être au moins un résultat équivalent ou sinon de mettre fin à la séquence des prédateurs. Mais c'est une équipe qui... le Canadien a l'occasion de transformer un voyage qu'on prédisait catastrophique en quelque chose de somme toute assez potable. Alors, on verra ce qu'il en est jeudi soir en Caroline.
Mais c'est une belle occasion à Nashville. Sauf que l'équipe est arrivée longtemps en avance. Puis si je me fie à ma confrérie journalistique, être passé beaucoup de temps à Nashville, c'est éprouvant en soi. C'est éprouvant. C'est dur sur le corps. Oui. Martin? C'est une des 3-4 villes préférées des gens qui font le tour sur. Aucun doute là-dessus. Ça a l'air. Ce qui est le fun à Nashville, puis je constate qu'il y a beaucoup d'amateurs du Canadien qui ont fait le voyage, c'est que c'est un endroit où c'est quand même un petit centre-ville. L'activité fébrile est concentrée sur une rue en particulier, qui est la rue Broadway, avec énormément d'hôtels et de restaurants qui sont à proximité. Et tu as l'aréna qui est au beau milieu de tout ça. Donc, dans un cercle très, très restreint, tu as tout à ta disposition. Puis, c'est pas une place où tu vas pendant 10 jours, mais tu y passes 3-4 jours. C'est un peu... il y avait... Les arbitres de la Ligue nationale surnomment Nashville Nash Vegas parce que c'est une expérience un peu semblable, c'est-à-dire que tu débarques là, tu t'amuses, tu as vraiment des loisirs à t'apporter rapidement, puis au bout de 3-4 jours, tu fais, on a fait le tour, c'était bien agréable, puis on reviendra dans 5 ans. C'est ça. Mais sauf que pendant ce moment-là, tout le monde a bien du plaisir. Très bon. Mais Martin, un mot sur la séquence, le match, n'importe quoi, choisi. Écoute, moi, c'est juste sur la période d'attente d'ici à la date limite des transactions. Là, plaçons-nous 2 secondes dans les chaussures des directeurs généraux qui ont des équipes dominantes là, et qui veulent ajouter à leur équipe, qui veulent la rendre plus compétitive ou qui veulent ajouter de la profondeur pour entamer le dernier droit, puis vraiment se préparer à être armé jusqu'aux dents pour les séries éliminatoires. Est-ce que le Canadien apparaît en tête de liste quant aux équipes avec lesquelles il faut négocier pour aller trouver quelqu'un? Je ne suis pas certain de ça. Tu sais, je ne sais pas si on voulait passer le clip de David Savard ou si on avait oublié cette idée-là, mais je pense qu'on en a déjà parlé il y a quelques semaines. David Savard, c'est un mentor, je pense, qui est important chez le Canadien. Et tant qu'à l'échanger, s'il reste une année de contrat, le marché va peut-être être plus intéressant au repêchage. Si on a vraiment en tête de l'échanger, le marché va peut-être être plus intéressant au repêchage quand il va y avoir 31 autres directeurs généraux qui vont magasiner pour améliorer leur équipe plutôt que juste ceux qui sont prêts à donner des choix, peut-être pas un choix de premier tour à la date limite. En tout cas, on verra, mais pour le reste, je suis très sceptique à savoir est-ce que le Canadien va être très actif au cours des prochains jours. J'en serais étonné. On va écouter David Savard, puis on va, faire le tour. Oui, mais je pense aussi, c'est sûr que ça va arriver un jour qu'il va falloir qu'il fasse de la place pour les jeunes. Je pense qu'il y en a aussi qui jouent dans les mineurs à Laval, qui jouent extrêmement bien. Fait que c'est sûr que c'est des choses qui font en sorte que ça parle un petit peu plus. Mais comme je l'ai dit dans le passé, ça fait partie de la business. Ça fait la même chose un peu à Columbus à travers les années que tu entends ton nom passer un peu partout. Mais ça fait partie du quotidien un peu. Mais en même temps, pour moi, c'est quelque chose que j'essaie de ne pas me préoccuper. C'est hors de mon contrôle. Donc, on va voir ce qui va arriver. Alors, tu disais, Marc-Antoine, les gars vont pouvoir se concentrer sur le match. C'est ça. C'est un peu... C'est un peu Lui, ça lui pèse, David Savard, toute cette histoire-là, parce que c'est un joueur qui veut vraiment rester à Montréal, qui avait fait un choix de famille, de rentrer au Québec, probablement de renoncer à plus d'argent. Il y avait eu des offres extrêmement compétitives sur le marché des joueurs autonomes. Il avait décidé de prendre un contrat inférieur à ce qu'il gagnait auparavant pour venir s'établir au Québec, pour s'assurer que ses enfants allaient grandir dans un environnement francophone. Puis là, ces rumeurs-là arrivent un peu malgré lui. Mais la situation fait en sorte que s'il se retrouve sur le marché des transactions aujourd'hui, c'est beaucoup parce qu'il correspond à un besoin pour plusieurs équipes. Alors, Martin dit on pourrait peut-être obtenir davantage à la date limite des transactions durant l'été, dis-je, autour du repêchage. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a une question de timing aussi qui fait en sorte que Savard pourrait bouger maintenant, surtout si le Canadien est en mesure d'obtenir un choix de première ronde, mais ils ne l'échangeront pas à tout prix parce qu'ils n'ont pas besoin de l'échanger. Il y a une autre année de contrat et il agit comme mentor auprès des jeunes défenseurs de l'équipe. Il peut très bien passer la saison prochaine à Montréal. Alors, il n'y a pas d'urgence de l'échanger, sauf qu'il y a
on dirait que les conditions sont réunies à l'heure actuelle pour pouvoir faire en sorte qu'on obtienne un maximum de valeur pour ses services. Puis si jamais le Canadien est en mesure d'obtenir un choix probablement de fin de première ronde, je crois qu'ils vont passer à l'action. Mais si c'est quoi que ce soit de moins que ça, à ce moment-là, ils vont le garder. Moi, je ne vois pas de scénario où David Savard peut rapporter aux Canadiens quelque chose qui vaut plus cher que David Savard. Un choix de fin de premier tour, certainement. Entre certainement dans cette catégorie-là. On en a déjà parlé, là, mais moi, je vais voir ça. Mais il a déjà été échangé pour un choix de première ronde et il est encore David Savard. Le Lightning de Tampa Bay avait donné un choix de premier tour pour acquérir ses services il y a quelques années. Alors, souvent, la valeur d'un joueur... La qualité de son jeu. On peut lui coller une valeur en fonction de son rendement et de qui il est comme joueur, mais la valeur est aussi déterminée par les besoins, par la demande à travers la Ligue. Alors, des fois, il y a des joueurs qui vont obtenir plus que ce qu'on le croirait capable d'aller chercher, mais c'est simplement parce qu'ils répondent à un besoin. Puis des défenseurs défensifs, droitiers, à ce temps-ci de l'année, avec le profil de David Savard, pour des équipes qui ambitionnent de faire un long parcours en séries éliminatoires, c'est le genre de défenseur qui vaut son pesant d'or. Tu regardes les Maple Leafs de Toronto, année après année, se cassent la margoulette parce que finalement, ils ont beau vouloir marquer début à la tonne puis essayer de vaincre l'adversaire 6-5. Ils n'empêchent pas l'adversaire de marquer des buts suffisamment pour pouvoir continuer leur route en série. Puis je ne serais pas surpris, moi, que Brett Living se dise on est allé chercher Ilya Lyubushkin, mais ça va nous en prendre un autre, puis on n'aura pas. Il l'a dit vendredi dernier, on n'a jamais trop de défenseurs, puis je suis prêt à donner un choix de première ronde pour aller chercher quelqu'un qui va combler un besoin et que ce serait de préférence un joueur qui n'arrive pas en fin de contrat et sur qui on va pouvoir compter la saison prochaine. Fait que finalement, rapidement, on réalise que David Savard coche quand même assez de cases du côté. Oui, je me suis peut-être mal exprimé. Là. Ce que je veux dire, c'est que oui, je pense que ça c'est tout à fait possible que Savard génère ce genre de retour-là. Moi, ce que je dis, c'est que Savard, pour le Canadien, vaut plus que... C'est plus important de l'avoir avec les jeunes que d'avoir un autre choix de première ronde, de fin de première ronde. En plus, il faut garder du salaire. Puis là, je vais faire une parenthèse juste là avant d'oublier, parce que cette adéquation-là avec Toronto est revenue abondamment dans les médias. Mais depuis quand Montréal et Toronto transigent des joueurs importants à date limite des transactions? Je veux dire... Il me semble, non? Il me semble, on voit... Écoute, si Edmonton puis Calgary ou Calgary puis Vancouver font des échanges ensemble, je ne vois pas pourquoi ça ne pourra pas fonctionner du côté de Montréal. C'est pas deux équipes qui sont... Honnêtement, là, peu importe que ce soit ton rival parce qu'il est à 200 km de chez vous ou une équipe à l'autre bout du continent, la seule chose qui importe, c'est d'où vient ta meilleure offre. Je ne pense pas que si le Canadien obtient le retour qu'il veut pour David Savard, il ne se souciera pas du fait que David Savard pourrait revenir le hanter la saison prochaine. C'est pas ça. C'est juste qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir que des équipes vont être disposées à négocier l'une contre l'autre parce qu'elles sont rivales. Il y a un aspect folklorique et un peu traditionnel derrière ça. Mais si jamais la meilleure offre provient d'un de tes principaux rivaux, prends-la puis pars avec. En tout cas, c'est comme ça que je vois ça. Non, mais surtout que ce ne sont pas deux équipes qui sont appelées à s'affronter en séries éliminatoires. Là. Avant longtemps, avant un certain temps. C'est ça. Mais c'est ça, le capital de leadership qu'il y a dans cette équipe-là, d'expérience combinée au leadership, il faut faire attention quand tu commences à dilapider ça, parce que quand tu le perds... une équipe peut s'écarter du chemin. Tu parles du Canadien? Oui, je parle du Canadien et de beaucoup d'équipes, à un moment donné, dont la reconstruction dure tellement longtemps que tu es obligé d'importer 2 ou 3 générations de vétérans qui viennent d'ailleurs. Puis là, tu perds le fil, là, tu perds la culture, tu perds... c'est comme une mère qui perd ses petits. Là. Alors, il faut faire attention à ça parce que Savard a un rôle très important là-dedans. Et si le Canadien est sérieux dans sa reconstruction, il faut tenir compte de ça aussi. Tu as l'objectif de reconstruire, mais ça prend des appuis solides dans le vestiaire si tu veux maintenir le cap là-dessus. Enfin. C'est sûr que Sean Monahan, quand il a été échangé, ça a créé une petite onde de choc dans le vestiaire parce que c'était un vétéran réputé. Puis ça en serait une deuxième si Savard devait changer d'adresse parce que c'est vraiment le grand frère.
il y a certains jeunes défenseurs qui le considèrent pratiquement comme un entraîneur adjoint. Alors, c'est effectivement, il y a un côté mentorat. Dans une équipe en développement, tu veux t'assurer que tes jeunes joueurs soient bien encadrés, puis tu ne veux pas arriver sous le seuil minimum vital de cette expérience-là pour encadrer les jeunes, parce que sinon, ça peut... Ils se ramassent à être laissés à eux-mêmes. Alors, c'est sûr que c'est un facteur dont l'équipe doit tenir compte. Quoique ce premier choix hypothétique est peut-être très, très fin pédagogue, là. On ne le sait pas. Bon. Mais c'est parce que, je sais qu'Alexandre Gascon il s'est lancé dans une envolée l'autre jour en disant, ben là, quand est-ce qu'on va en avoir assez des choix de première ronde? C'est une bonne question. Je ne suis pas loin de lui. On est pas mal, ouais, moi aussi. Oui, mais c'est parce que ça demeure quand même une monnaie... Ça demeure quand même une monnaie d'échange que le Canadien a à sa disposition pour pouvoir s'améliorer de manière rapide. Fait que c'est pas d'accumuler des choix pour dire on veut s'assurer de pouvoir repêcher 6e, 23e, 28e. À un moment donné, c'est vrai qu'en termes de choix, il y a un nombre limite de joueurs que tu vas réclamer, mais ça devient quand même du capital pour des équipes qui sont prêtes à faire des changements, qui viennent de faire une poussée en série, qui arrivent au bout du chemin et qui disent finalement, on n'a rien gagné, puis notre réserve de choix au repêchage est à sec. Comment on peut se renflouer? Rendu au repêchage, c'est bizarre parce que à quelques mois du repêchage, on pense tout le temps que rendu à 25, 26, il n'y aura plus de bons joueurs disponibles. Mais en même temps, pour avoir couvert énormément de repêchage, je sais que tout le monde n'a pas la même liste. Puis quand tu arrives en fin de première ronde ou le lendemain matin, à l'équipe qui a le premier choix de la deuxième ronde, il y a encore de très bons joueurs qui sont disponibles aux yeux des organisations. Ils ont évalué certains espoirs en se disant tel gars, par exemple, il est 12e sur notre liste, puis on arrive au jour 2, puis le gars il est encore disponible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller le chercher? Fait que c'est pas le 25e choix, c'est pas le 25e meilleur joueur parce que les listes ne sont pas les mêmes partout. Puis à un moment donné, il faut accepter, il y a une variabilité là-dedans qui fait en sorte que c'est un outil d'échange qui est réel. Fait que quand on va chercher un choix de première ronde, ce n'est pas nécessairement pour continuer d'aller chercher des gars de 18 ans qui vont prendre 5 ans avant de se développer, mais c'est de trouver des manières d'accélérer le développement de l'équipe et de dire comment on peut aller chercher un autre Kirby Dach, un autre Alex Newhook, des choses comme ça. Alors, je pense que c'est beaucoup plus dans cette idée-là que d'échanger David Savard. Ça te permettrait d'aller chercher des forces fraîches qui pourraient t'aider dès la saison prochaine. D'accord. Enfin, on y reviendra. On verra bien comment ça va se passer. Parce que des Kirby Dach, il n'en reste pas des tonnes non plus. On s'est prêté un peu à cet exercice-là. Puis je veux bien croire que ça prend des munitions pour aller chercher des joueurs comme ça. Mais des joueurs comme ça, il n'y en a pas non plus 12. Mais il n'y en a pas 12. Il y en a peut-être 10. Ça dépend combien tu es prêt à payer en termes d'argent aussi. Si tu es prêt à ramasser beaucoup de salaire, il y a des équipes qui vont être prêtes à en laisser partir des joueurs qui, finalement, au plan de la masse salariale, ça commence à devenir étouffant. Je sais très bien que le plafond va augmenter, mais même à ça, le Canadien est dans une position salariale quand même très intéressante pour pouvoir ajouter du salaire. Fait que ça, jusqu'à maintenant, aller chercher une Cadillac à 9 ou 10 millions, ça ne servait pas vraiment les intérêts du Canadien de le faire trop tôt. Mais à mon sens, si ça ne se passe pas cet été, ça va se passer l'été suivant. Mais je pense qu'on va assister bientôt à un virage de la part de l'organisation du Canadien pour essayer justement de peser, excusez-moi, là, je fais des métaphores de voiture, mais de peser sur l'accélérateur pour pouvoir faire en sorte que cette reconstruction-là passe à la prochaine étape. Es-tu à Détroit ou à Nashville? Oui, c'est ça. Métaphore de char. Non, mais ça va m'intéresser, les modèles de chars disponibles quand la date limite des transactions va être passée, parce qu'il va falloir se trouver autre chose. Hein? Parce que dès la semaine prochaine, c'est repêchage. Tous les jours. Non. On va tomber. Je sais qu'à Ottawa, il y a une Pinto, par exemple. Ah. Très bon, très bon. OK, à l'extérieur de Montréal, parce que comme tu l'as dit, Martin, là, je pense pas qu'il va se passer grand-chose, là. Mais il va se passer sûrement des affaires ailleurs. Où est-ce qu'il va se passer le plus d'affaires? Ou les affaires les plus impressionnantes, spectaculaires? Marc-Antoine? Bonne question. Merci. Moi, je vais garder un œil sur Pittsburgh. Je pense que si les Pingouins
renonce à Jake Gensel, décide de l'échanger, ça va être le plus gros nom qui va changer l'adresse. Alors, ça marquerait probablement la fin d'une époque à Pittsburgh parce que ça va être... Ils ont décidé d'y aller avec leur noyau de vétérans, mais s'ils décident d'échanger un gars qui arrive, qui est à la fin vingtaine et qui est encore très, très performant, ça va quand même lancer un drôle de signal, mais je pense que c'est vraiment le plus gros domino qui peut tomber à la date limite de transaction. Ça serait Jake Gensel, donc c'est le gars que je vais surveiller. Mais là, juste parenthèse, est-ce qu'ils auraient l'argent pour le garder? Est-ce qu'ils seraient capables de le garder? Je pensais que c'était ça le nœud du problème. Ils peuvent le garder d'ici la fin de la saison. Oui, je parle après ça, il faut que ça. tu trouves le moyen de liquider d'autres salaires. C'est ça. Puis, si tu es dans l'obligation de le faire, ben, à ce moment-là, tu te retrouves en position de faiblesse. Rappelez-vous, les Flames de Calgary, quand ils ont donné aux Canadiens un choix de première ronde pour Sean Monahan, eux, ils avaient besoin de libérer cet argent-là pour signer Nazem Kadri. Fait que tu veux quand même pas te retrouver dans une position de faiblesse, dire d'être forcé de poser des gestes qui finalement ne tourneront pas à ton avantage. Alors, je pense que c'est ce calcul-là que les Pingouins font en ce moment. Écoute, ça va falloir qu'un directeur général ait le courage à Pittsburgh. Il va falloir que quelqu'un, à un moment donné, ait le courage de commencer à démanteler un petit peu. Commencer à enlever des morceaux. Là, cette équipe-là n'arrête pas de vieillir. Là, ça va faire 2 ans, deux saisons consécutives où on rate les séries éliminatoires, puis ça ne va pas aller en s'améliorant. On a vu ce qui s'est passé à Chicago. Puis, tu sais, ils ont été même peut-être un peu plus je sais pas. Ils ont attendu aussi tard longtemps à Chicago. Là. Puis, ils ont des joueurs qui sont tombés au combat, des vétérans qui ont perdu beaucoup de leurs moyens en même temps. Fait que Dubas, je pense, a tenté son gros coup en allant chercher Carlson l'été dernier. Ça fonctionne pas. Ça va marcher. Va falloir démanteler et peut-être y aller aussi dans le Big Three, là, commencer à jouer là-dedans parce que ça va aller nulle part. Là. Mais là, vous voyez comment on est dans une mentalité de vendeur à Montréal, parce que quand je posais la question à savoir où est-ce que ça va être spectaculaire, moi, je cherchais des places qui vont ajouter. Moi, je pense que Vegas a un coup. On l'oublie, mais Vegas a un coup à jouer, a la possibilité, je pense, absolument raisonnable de viser la répétition. J'essaie de faire... Ils ont gardé presque toute leur équipe intacte. Absolument. Et là, ils ont, avec l'absence de son, ils peuvent ajouter du salaire. Ils ont des munitions, ils ont leur choix de première ronde, ils ont tout ce qu'il faut. Moi, je pense que Gunzel, justement, où va se retrouver? Moi, je suis pas mal sûr qu'il va être échangé. Où se retrouvera-t-il? J'ai l'impression que Vegas est en tête de liste. Oui, Vegas est effectivement dans une position favorable pour pouvoir aller chercher les joueurs. C'est drôle que on dirait que le scénario se reproduit d'année en année où ils ont un joueur de premier plan qui se ramasse sur la liste des blessés à long terme et qui revient en séries éliminatoires. Je ne leur prête pas de mauvaises intentions parce que je suis certain qu'ils préféreraient avoir un Mark Stone en santé. Là. Mais ça leur donne quand même des liquidités d'ici la fin de l'année. Ils vont assurément ajouter un attaquant, peut-être 2. Mais c'est vrai que Gunzel est tout à fait une bonne prise pour eux. On entend aussi qu'ils pourraient peut-être regarder du côté d'un joueur qui est signé au-delà de cette année. Pavel Buchnevich à Saint-Louis est un nom qui est revenu pas mal. Mais on dirait que là, les équipes, on arrive à un drôle de confluent où les équipes qui sont vraiment de vraies prétendantes à la Coupe Stanley sont clairement identifiées. C'est elles qui veulent profiter du fait que là, leur fenêtre est ouverte et que c'est maintenant. Mais en même temps, les munitions qu'elles ont pour s'améliorer commencent à être rares. Parce que pour s'améliorer, une équipe comme les Maple Leafs, par exemple, ou les Bruins de Boston, de manière à s'améliorer ou à maintenir le rythme, là, ça leur a coûté des espoirs, ça leur a coûté des choix de pêchage, ça leur a coûté de la place sous le plafond salarial. Ce qui fait que là tu as des équipes qui sont dans un goulot d'étranglement, puis il faut que ça se passe maintenant parce qu'à un moment donné, le bouchon va sauter. Alors, c'est une drôle de date limite des transactions parce que tu vois clairement des équipes qui veulent s'améliorer, qui disent « Hey, là, c'est notre chance », mais qu'est-ce qu'elles ont véritablement à offrir? Il y en a qui ont tout simplement les mains liées pour pouvoir vraiment s'améliorer. Alors, dans ce contexte-là, les Golden Knights sont quand même assez bien positionnés parce qu'ils ont cette flexibilité-là encore à leur disposition. Alors, ça va faire en sorte qu'une équipe qui est championne défendante de la Coupe Stanley
qui est quand même menée de la bonne manière, qui a une bonne profondeur quand tout le monde est en santé, a des chances de s'améliorer encore, puis véritablement de se positionner encore comme une des favorites pour gagner la Coupe Stanley. Puis au Canada, Vancouver a joué ses coups. Winnipeg aussi, peut-être. Est-ce que vous attendez? Est-ce qu'il y a de l'action à Toronto, à Edmonton? Martin? Edmonton, je ne serais pas surpris qu'on tente d'ajouter. Écoute, Edmonton, ça a été une transformation. Ils n'étaient pas dans cet état d'esprit-là à la mi-novembre, là, mais je pense qu'ils croient que ça peut se produire cette année. Ils ont de bonnes raisons de le croire. L'équipe est performante. Mais ce que je vois passer, ce qu'on voit passer au sujet des Oilers, c'est qu'ils veulent peut-être chercher un autre attaquant. Écoute, si j'étais eux, j'essaierais de trouver de la profondeur au sein de la brigade défensive pour m'assurer d'être capable, en cas de blessure. Mathias Ekholm, la saison dernière, ça a été une acquisition extraordinaire pour eux. Il a transformé cette équipe-là. Puis on l'avait dit quand la période de transaction avait été faite, que ça s'est pas traduit dans les succès des Oilers en série. Là. Il y a beaucoup de choses qui sont entrées en ligne de jeu, mais c'est un joueur extrêmement important pour eux. Et s'ils pouvaient trouver une petite coche de plus à la ligne bleue, je pense que ce serait... un droitier avec de la barbe, mettons? Ça améliorerait leur chance encore plus. Ben oui, ce serait un bon endroit pour David Savard. Mais moi, je serais plus à l'aise avec ça que Toronto. Non, je l'ai dit, je suis pas à l'aise avec ça du tout. Marc-Antoine, Toronto, Edmonton? Toronto, je pense que c'est évident qu'ils veulent faire quelque chose. Là aussi, c'est pas comme Tampa Bay. Je pense que Tampa Bay a le profil de ce que tu disais, à savoir que sûrement qu'ils veulent, mais ils ont pas beaucoup de choix, ils n'ont pas beaucoup de place sous le plafond, quoique avec Sergachev, à cause de la blessure de Mikhail Sergachev, qui est placé sur la liste des blessés à long terme, ils sont un peu dans une situation imprévue qui est semblable à celle des Golden Knights. Ouais. Eux, ce qui leur a fait mal avec les années, c'est la perte au niveau de la profondeur. Tu as encore des joueurs élites qui vraiment tirent la charrue et ils sont extraordinaires, mais sauf que le personnel de soutien n'est plus ce qu'il était autrefois. Alors, en défense, tu regardes derrière Edman puis Eric Cernak, tu as un groupe un peu anonyme. Alors, je sais que le nom de Noah Hanifin a été beaucoup lié au Lightning. Donc ça, c'est le genre de mouvement qu'ils pourraient faire. Mais ça va commencer par il faut que leurs meilleurs joueurs, c'est un cliché de dire ça, là, que leurs meilleurs doivent être leurs meilleurs, mais ils ont besoin qu'Andrei Vasilevski regagne une coche, là, puis qu'ils redeviennent bons au bon moment s'ils veulent espérer faire des dommages en séries éliminatoires. Mais tu sens que c'est une équipe qui est dans un drôle d'entre-deux. Steven Stamkos arrive à la fin de son contrat avec le Lightning. À mon sens, je serais surpris qu'il re-signe là-bas. Puis c'est leur capitaine, mais tu sais, ça donne une espèce d'ambiance de flottement à Tampa, mais c'est une équipe qui a besoin de points à l'heure actuelle puis qui a besoin de prendre du momentum pour recommencer à croire à ses chances, parce qu'à un moment donné, c'est beau d'avoir créé une pseudo-dynastie puis d'avoir été une équipe qui croyait énormément en ses moyens. À un moment donné, il faut que tu recommences à sentir que tu es capable d'établir des résultats sur la patinoire. Puis c'est plus hésitant depuis un certain temps. Fait que là, cette date limite des transactions, à mon sens, ça va être peut-être pas la dernière chance là, pour le Lightning, mais ça commence à être plus pressant si on veut garder la fenêtre de compétitivité ouverte. Ouais. Puis moi, la statistique qui parle le plus fort concernant le Lightning cette saison, on n'arrête pas de parler ensemble, semaine après semaine, des difficultés incroyables du Canadien, les lacunes défensives du Canadien. C'est une équipe en reconstruction, beaucoup de jeunes, les unités spéciales, pire des avantages numériques de l'histoire, et tout ça. Et on souligne ça à gros traits, dire cette équipe-là, si elle veut progresser un jour, devenir aspirer à jouer en série, il va falloir qu'elle joue mieux défensivement. Mais le Lightning a accordé autant de buts que le Canadien cette année. Là. Ils ont joué 2 matchs de plus, là, mais ça illustre cette équipe-là
à son apogée, était dans le top 5-7 de la Ligue nationale, dans les buts accordés. La saison dernière, il y a eu un glissement. Puis, ils ont perdu des défenseurs importants. Cette année, Vasilevski a été opéré au dos et s'est joint à l'équipe là, après quoi, un mois et demi après le début de la saison. Ouais. Puis, te remettre de ça, redevenir performant. Quand on commence à te jouer dans le dos, là, ça peut... on l'a vu contre le Canadien samedi, c'est pas le même Vasilevski qu'on a vu au cours des dernières années, mais surtout, cette équipe-là donne des chances de marquer par-dessus la tête. Alors, je ne sais pas si le simple ajout d'un défenseur pourrait certainement mieux les armer pour mieux les armer pour les séries éliminatoires, mais est-ce qu'on peut renverser une tendance comme celle-là? Écoute, je suis curieux. Là, fait que c'est vraiment une grosse année de recul pour cette organisation-là. Une pseudo-dynastie, t'as dit, Marc-Antoine. Je trouve ça... c'est parce que ça un peu... écoute, ça devient tellement difficile de gagner la Coupe Stanley, d'en gagner 2. Ils en ont gagné 2, ont eu une autre finale. Ça a été... J'utilise pas le terme pseudo en voulant me moquer parce que j'ai énormément de respect pour tout ce qui a été accompli là-bas. C'est juste qu'en même temps, tu dis, à quel moment on parle carrément de dynastie? Parce qu'il aurait fallu qu'il en gagne une troisième. C'est une quasi-dynastie. Déjà, ouais. C'est une quasi-dynastie. C'est bien ça. Déjà, c'est bien. Voilà. Bon, le temps file. Moi, je dis, si vous n'êtes pas capable d'aller, de transiger pour améliorer votre équipe à ce temps-ci de l'année, soit pour faire un plus long bout de chemin en série ou encore pour appuyer sur l'accélérateur pour être des séries, congédiez votre entraîneur. Ça, c'est bon, ça. Non, mais je suis très étonné. Ben d'abord, et là, oh, regarde, je vais réussir à faire un lien avec David Savard. Regardez ça, regardez bien ça. Tom Fitzgerald, le DG des Devils, fait le pari que, en congédiant, j'imagine, fait le pari qu'en congédiant Lindy Ruff, là, ça va donner, comment t'appelles ça, Martin, là, quand il y a un nouvel entraîneur qui arrive, là, il y a comme un petit... Le soubresaut. Le petit soubresaut. Que ce petit soubresaut-là, j'imagine que c'est le calcul qu'il fait, que ce petit soubresaut-là va faire en sorte que les Devils vont aller chercher les points qu'il faut pour faire les séries. J'imagine que c'est ça. Alors, mon parallèle avec David Savard, c'est que le timing, il y a une question de timing. Tu disais tantôt, Marc-Antoine, en ce moment, le timing est bon. Probablement que Savard pourrait générer un retour plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Alors, on prend une décision basée sur le timing, mais qui ne sera pas payante. Ce ne sera pas payant pour les Devils de s'être séparés de Lindy Ruff l'année prochaine. Non, moi, ça m'apparaît évident. Écoute, de deux choses l'une. Il y a deux possibilités de calcul. Ou bien la direction des Devils a décidé que l'équipe ne performait pas à la hauteur et qu'il n'y avait aucun espoir avec Lindy Ruff de redresser ça et qu'il y avait peut-être espoir de faire un sprint final, de coller une série de victoires jusqu'à la fin. Puis on a dit on change d'entraîneur, ce qui est très, très tard pour prendre une décision comme celle-là. Ou bien on a regardé la photo puis on a dit on arrive à une semaine de la date limite des transactions. On va être vendeur parce qu'on ne sera pas là et Lindy Ruff ne sera pas là la saison prochaine. Alors, aussi bien préparer le terrain, commencer tout de suite à préparer le terrain avec un gars qu'on voudrait avoir à la tête de l'équipe la saison prochaine. Mais si le calcul, c'est l'équipe ne performe pas suffisamment sous Lindy Ruff et on a encore espoir de participer aux séries, c'est une très mauvaise décision parce qu'elle est très tardive. On s'entend, il reste 21 matchs à jouer, tu as 8 points de retard, tu as 3-4 équipes à rattraper. Ça ne laisse pas beaucoup de temps au gars qui prend place derrière le banc pour corriger la situation. Ouais, puis tu regardes Lindy Ruff, là, son équipe, je pense qu'ils ont eu 112 points la saison dernière. Et tu regardes cette équipe-là, ils ont perdu des éléments. Ryan Graves à la ligne bleue de mémoire, Damon Severson aussi, qui est
qui est parti. Hamilton qui a été blessé, qui n'a pas joué beaucoup. Tout de suite, là, et ils ont fait entrer dans l'alignement des jeunes. Le jeune Hughes qui est arrivé, Nemec qui est arrivé. Ils ont perdu énormément d'expérience à la ligne bleue. Leur gardien ne stoppe pas les rondelles comme la saison dernière. Là, je pense que c'est une baisse assez, assez importante. Tout ça est relié, on imagine. Là, oui, c'est ça. Mais défensivement, le bon vieux proverbe, montrez-moi un bon gardien. Vanecek est à 890 de moyenne d'efficacité cette saison. La saison dernière, il était de mémoire autour de 910, 915. Fait que ça, c'est un gros changement. Et on parlait tantôt du nouvel entraîneur, Andrew Brunette, des Prédateurs de Nashville. Il était l'adjoint de Lindy Ruff aussi la saison dernière. Alors, s'il est très bon, peut-être qu'il contribuait aussi à rendre cette équipe-là meilleure. Mais donc, c'est une équipe qui a perdu des gros morceaux. Et tu regardes, là, ils sont partis, je pense, pour accorder quelque chose comme 45 buts de plus que la saison dernière. Là. C'était une maudite débarque dans la Ligue nationale. Défensivement, ce n'est plus du tout la même équipe. Alors, est-ce que c'était Lindy Ruff qui était coupable de tout ça, le même gars qui dirigeait l'équipe de 112 points l'année passée, ou s'il a été victime des circonstances, puis son château fort défensif s'est écroulé? Une bonne question. Oui, c'est effectivement. Puis c'est vrai que c'est toute une question de timing. Puis dans le cas des Devils, j'ai l'impression que tout se passe trop tard. Il y avait un besoin clairement identifié devant le filet. Il y a eu des discussions entourant Jacob Markstrom. Ça n'a pas abouti. Fait que là, si on voulait corriger ça aujourd'hui, le train est un peu passé. Vouloir congédier son entraîneur, ça se passe trop tard. On a regardé un match en fin de semaine où les Devils se sont fait poivrer encore. Puis on se posait la question, à quel moment dans le match Lindy Ruff va changer de gardien? Il l'a fait trop tard encore. Alors, tu dis, tout semble arriver trop tard pour les Devils cette année. Alors, à mon sens, c'est certain que Lindy Ruff n'est pas le seul coupable dans tout ça, puis je pense que Martin vient de bien l'expliquer. La blessure de Hamilton change vraiment la donne en défense, et acquérir un gardien ne sera pas la seule solution non plus, mais si je suis un grand patron, un des propriétaires des Devils, quand je regarde la performance de l'année dernière, puis la force de frappe que cette équipe-là a en attaque, je me serais attendu à ce que les Devils participent aux séries éliminatoires. Fait que cette année, pour eux, ce recul-là, c'est un fiasco. Oui. Alors, il n'y a pas d'autre façon de le voir. Alors, si l'équipe est vendeuse, pourquoi changer d'entraîneur maintenant? Puis si l'équipe croit encore en ses chances, dépêchez-vous de passer à l'action parce que le temps commence à manquer. Il reste 21 matchs à leur saison. Il reste le quart de la saison. Et puis, les Devils, qui ont joué le même nombre de matchs que le Canadien, ont accordé seulement 5 buts de moins que Montréal. Donc, ça donne une idée là, de leur laxisme en défense. Ils ont besoin non seulement d'un gardien de but, ils ont besoin d'être beaucoup plus dur à jouer contre, voilà. Je dirais Michel Therrien. Alors, puis pourtant, il manque pas de force de frappe en attaque, là, des munitions pour faire des échanges puis attirer l'attention des autres équipes. Il n'en manque pas. Mais malheureusement, on dirait qu'ils sont restés assis sur leurs mains un peu trop longtemps. La défense du Canadien, nouvel étalon de mesure pour illustrer à quel point les autres équipes ça va mal ailleurs. De misère. Bon, alors, mardi, on enregistre, là, il est quoi? Il est presque 11 heures. Il s'est toujours pas passé grand-chose. On va se retrouver vendredi. Je ne sais pas à quelle heure ou dans quel format. C'est très excitant. On est fébrile, je vous garde sur le bout de votre chaise. Et quand je dis vous, je parle à vous deux, mais je parle aussi à tous ceux et celles qui nous écoutent. Surveillez nos médias sociaux. Là, aussitôt qu'on aura un plan, on va vous le partager. Puis on verra aussi. On est comme les Devils. Notre plan commence à être tardif. Là. Ouais. En autant que personne compare nos performances à la défensive du Canadien, on devrait s'en tirer. Non, j'ai hâte de voir si ça va bouger. Je lisais qu'on a des confrères à RDS dont l'émission spéciale va commencer à 7h. 7 heures le matin. Alors, bonne chance à tous ceux et celles qui en seront. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment pour tes lumières. C'était un plaisir. Juste pour
juste pour voir Marc-Antoine comme ça à Nashville, À la TV. avec le décor féerique de Nashville. Hey, c'est beau. Hey, je regarde ça dans Nashville, là. C'est beau. C'est beau. Ah ouais. Avec c'est une Exactement. œuvre derrière toi, là. C'est qui signe cette œuvre? Est-ce que c'est un artiste local? Ben, mais en fait, c'est une photo Je me de, trouve très drôle. de tranche Tranche de pain? d'album vinyle. Ah! Fait que c'est un Il y a un alignement thème, il y a un thème. OK. d'album vinyle. OK, donc il n'y a pas juste le micro là, qui est thématique. C'est parce que d'ici, ça paraissait pas là, que c'était des albums. Il y a une thématique dans toute la décoration D'accord. de tous les autres. C'est pas subtil. D'accord. Marc-Antoine Godin, je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Bon match, bon périple. Merci. Puis Oui, on se retrouve vendredi. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de cette émission. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bonne semaine et à vendredi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.